Merci, bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Je vous propose que nous commencions par nous présenter. Mathieu. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Bagard, je suis responsable d'études pour Biomonitor, qui est un bureau d'études indépendant spécialisé dans la surveillance de l'environnement, en particulier la biosurveillance. Et on s'intéresse également au rôle du végétal en matière de qualité de l'air, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et bonjour à tous, je suis Luc Chrétien, je suis responsable du groupe Biodiversité, Aménagement et Nature en Ville au CEREMA Est à Metz, où nous travaillons aussi sur les questions de végétalisation et de services écosystémiques rendus par les végétaux. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui une étude qui a été menée dans le cadre du fonds de dotation Air, donc financé par ce fonds de dotation et cofinancé également par la métropole du Grand Nancy. Nous remercions ces deux financeurs. Nous remercions Atmo Grand Est aujourd'hui de nous donner la parole. Nous nous sommes intéressés au lien entre la canopée urbaine et la qualité de l'air, et en particulier, l'objet qui nous a intéressés, ce sont les bases de données de gestion du patrimoine arboré qu'utilisent les collectivités et le lien qu'on peut faire entre ces bases de données et les services de régulation de la qualité de l'air. En effet, les collectivités sont de plus en plus dotées de bases de données performantes qui leur servent dans un objectif opérationnel, mais qui manipulent aussi des champs qui peuvent nous intéresser en ce qui concerne la qualité de l'air. L'étude qui nous a été confiée était une étude exploratoire. Donc, comme toute étude exploratoire, elle apporte quelques réponses, mais elle pose aussi des questions. Et en tout cas, ça nous permet d'apporter une pierre à cette réflexion. Alors, quelques éléments de contexte. Les végétaux participent à la régulation de la concentration de certaines substances polluantes atmosphériques dans des proportions qui varient. Alors, on peut tout de suite en profiter pour dire que cette régulation de la pollution par les végétaux, elle n'est pas forcément massive. Les végétaux contribuent à réguler les substances polluantes, mais c'est avant tout la réduction de la pollution à la source qui doit être recherchée. Ça, il faut toujours le rappeler. Néanmoins, les végétaux y contribuent. Ça va être très variable en fonction de la configuration du site, en fonction des mouvements de l'air autour des végétaux, en fonction de l'espèce, de la manière dont elle est installée dans le sol, en fonction de son développement et de l'étendue de son feuillage, de ses surfaces foliaires. Ça dépend aussi, bien sûr, des types de polluants. Grosso modo, il y a deux mécanismes qui rentrent en jeu. D'une part, les polluants gazeux, par exemple les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, mais on peut citer aussi l'ozone, vont être absorbés par les feuilles, par les stomates, au cours de la physiologie de l'arbre et vont donc se retrouver piégés dans le végétal. Par ailleurs, les particules fines peuvent se déposer en surface des feuilles, donc c'est une activité qui est beaucoup plus passive, je dirais, et mécanique du végétal, mais néanmoins, ça peut représenter aussi des quantités non négligeables. Nous avons travaillé à partir d'un certain nombre de projets que nous allons vous décrire rapidement. Depuis 2017, le CEREMA mène avec plusieurs collectivités, en premier lieu la collectivité de Metz et l'Eurométropole de Metz, mais d'autres collectivités s'y sont rajoutées depuis, un projet qui s'appelle Sésame. Sésame signifie les services écosystémiques rendus par les arbres, modulés selon l'essence, et j'avais eu l'occasion de le présenter également lors d'un live pitch il y a quelques mois. Sésame sert à qualifier les services rendus par les différentes espèces d'arbres et d'arbustes, et la méthode est fondée, en tout cas pour les services écosystémiques de régulation, comme la qualité de l'air, sur la comparaison des traits les plus favorables à l'expression de chaque service pour les différentes espèces considérées. Et donc la méthode permet d'évaluer la qualité de l'air selon l'impact des végétaux sur la qualité de l'air pour les deux types de polluants que j'ai évoqués tout à l'heure, les particules fines et les polluants gazeux. On va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Par ailleurs, le CEREMA intervient aussi sur un autre projet autour de Nancy, qui s'appelle le projet Des hommes et des arbres. C'est un très vaste projet qui a de nombreuses ramifications depuis 2020. Mais nous travaillons sur la qualification des services rendus par les différentes formes végétalisées et en particulier sur la spatialisation à différentes échelles des services rendus par les végétaux en matière de services écosystémiques, donc y compris la qualité de l'air. Enfin, nous nous intéressons également à un autre outil, iTree, qui est un outil donc développé aux États-Unis, mais maintenant utilisé assez fréquemment de par le monde, qui est une suite en fait d'applications qui permettent d'étudier les services rendus par les végétaux et donc aider aux politiques de végétalisation. Et en particulier,
On va tout à l'heure parler un petit peu plus en détail de iTree-Eco, qui modélise la forêt urbaine, qui permet aussi de modéliser le stockage du CO2, les dépôts de polluants et l'émission de polluants. En fait, comment est-ce qu'on peut connaître le patrimoine arboré d'une ville? Il y a plusieurs moyens. On peut s'intéresser, par exemple, aux données d'occupation du sol. Vous voyez ici, à droite, diverses bases de données descriptives de la végétation en milieu urbain. En vignette, dans le petit rectangle, vous voyez la BD Topo. Alors, c'est des données qui sont assez frustres, on peut dire, assez simples. On va au mieux distinguer les feuillus et les conifères. On n'a souvent pas d'éléments sur la densité, sur la taille des arbres, sur la composition en essence. Mais on a aussi des bases de données utilisées par les collectivités, utilisées également par des établissements qui gèrent un grand patrimoine arboré, comme VNF, ou par des structures privées, qui constituent des bases de données de suivi de la gestion de leur patrimoine. Ces bases de données constituent une mine d'informations, souvent sur des dizaines de milliers d'arbres et d'arbustes, qui, on peut le penser, peuvent nous aider à évaluer les services rendus en milieu urbain et contribuer à la définition d'une stratégie de végétalisation. C'est le cœur même de l'étude que nous avons menée. Donc, dans le cadre du programme Appel d'air, l'objectif de notre projet, c'est d'identifier les données de gestion dans la base de données de la métropole du Grand Nancy, qui présentent un intérêt pour la qualification et la quantification des services rendus, et éventuellement d'identifier des évolutions de cette base de données qui permettent de lier les indicateurs descriptifs du patrimoine et les indicateurs de service de la régulation de la qualité de l'air. En n'oubliant pas que c'est bien une base de données de gestion, donc le gestionnaire en a besoin au quotidien. Il ne s'agit pas de transformer ça, sans mauvais jeu de mots, en une usine à gaz scientifique qui s'éloignerait des objectifs du gestionnaire et qui la rendrait trop compliquée finalement pour une utilisation au quotidien. Donc il y avait une question de balance à respecter dans l'approche que nous avons conduite. Alors, quelques éléments de méthodologie et de résultats, on sera obligé bien sûr de passer assez vite sur certains éléments, mais on pourra y revenir dans les questions. Donc, si on regarde la base de données, alors elle s'appelle Smart Trees, la base de données utilisée par le Grand Nancy, par la métropole du Grand Nancy, pour décrire son patrimoine et pour planifier ses opérations de gestion. Vous avez un aperçu ici, un petit extrait de cette base. Cette base, en fait, elle travaille sur 3 tables. D'une part, l'arbre en tant qu'individu, donc une base de données avec chaque arbre qui est identifié. D'autre part, et c'est distinct de l'arbre, on a l'emplacement. Ça caractérise en fait le pied de l'arbre et ses modalités de gestion. Et enfin, la station, plusieurs individus qui partagent un même mode de gestion. Ça peut être par exemple un alignement dans une rue. Ce qu'on voit tout de suite en observant la photo, c'est que finalement, vous voyez beaucoup de vert qui n'a pas de petits points orange. Les petits points orange, ce sont les arbres pris en compte dans la base de données. Ça permet déjà de mesurer que finalement, en travaillant sur une telle base de données, on ne travaille pas sur l'ensemble du patrimoine arboré de la ville, bien loin de là. On va travailler sur les arbres qui sont dans l'espace public. Alors, ce sont les plus visibles par le public, bien évidemment, en général, mais c'est une petite partie du végétal, ce qui est déjà représente une difficulté quand on veut raisonner à l'échelle de l'agglomération. On reviendra sur ces notions un petit peu plus tard. Si on examine la base de données et la manière dont les champs sont complétés, on se rend compte que finalement, les champs qui apparaissent prioritaires pour le gestionnaire sont bien complétés. L'espèce, le genre, la localisation sont remplis de manière satisfaisante. Finalement, c'est l'objet même, je dirais, de cette base. Mais les champs qui présentent un intérêt pour l'évaluation des services rendus, donc qui relèvent de la morphologie du végétal, de son état sanitaire, sont renseignés de façon plus lacunaire. Vous voyez dans ce tableau, par exemple, que la largeur du houppier, elle est renseignée pour 11% des individus, et la largeur du houppier, c'est quelque chose qui nous serait très utile pour évaluer la surface foliaire, pour approcher en tout cas la surface foliaire de chaque végétal. De la même manière, ça ne figure pas dans le tableau, mais l'état sanitaire serait très intéressant, effectivement, de distinguer un arbre en pleine santé d'un arbre très dépérissant. Ça n'apparaît pas non plus. Donc, on voit déjà un certain nombre de limites qui apparaissent tout de suite quand on examine ça. Et même si on regarde la base genre-espèce, on n'est jamais qu'à un peu moins de 70% pour les espèces, ce qui fait qu'un bon nombre finalement des individus référencés sont assez peu connus. Quand on examine la couverture spatiale
de cette base. Alors, ce tableau est un petit peu compliqué. Je vous engage à regarder surtout la ligne du bas qui représente des statistiques à l'échelle de l'agglomération du Grand Nancy. Donc, la surface, le Grand Nancy est une agglomération relativement boisée, hein, 25% de taux de boisement. Mais ce taux de boisement est représenté essentiellement par les bois et forêts, privés et publics, qui représentent 71% de la superficie. En effet, on a un environnement très boisé, pour ceux qui connaissent Nancy, avec de très vastes forêts. 19% de la surface arborée est une surface arborée privée, donc les jardins, des parcs privés, etc. Et donc, on a seulement 10% de la surface arborée qui est communale, enfin, pardon, 10% de la surface arborée relève donc des espaces publics. Ça représente aussi une faible proportion et c'est à mettre en relation avec la photo aérienne qu'on voyait tout à l'heure. Donc, finalement, on le voit, à travers une telle base de données, on n'aborde qu'une petite partie de l'espace végétalisé dans le milieu urbain. Alors, je vais prendre le relais pour vous parler du volet qui concerne l'utilisation de l'outil iTree pour modéliser la forêt urbaine et ses impacts sur la qualité de l'air et sur d'autres aspects, mais qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Alors, en 2 mots, l'outil iTree, il est fondé sur un modèle qui a été développé par David Novak aux États-Unis à la fin des années 90, qui repose sur un certain nombre de modules reliés les uns aux autres. Le premier module, U4A, donc c'est le modèle U4 pour Urban Forest Effect. Le premier module, U4A, il permet, à l'aide d'équations allométriques qui permettent de calculer un certain nombre de paramètres sur la base d'éléments morphologiques relativement simples, la hauteur de l'arbre, le diamètre à hauteur de poitrine du tronc et d'autres, si on veut complexifier l'estimation. Et en particulier, grâce à ce module, on va pouvoir estimer la biomasse et la surface. Un deuxième module, U4B, permet de quantifier, d'estimer les émissions de composés organiques volatiles biogéniques, qui sont des précurseurs potentiels de l'ozone. Et puis, le dernier module qu'on a utilisé, c'est U4D, qui permet d'estimer les dépôts foliaires de polluants sur les surfaces foliaires qu'on aura modélisées avec les autres modules. Alors, ce modèle nécessite un certain nombre de données d'entrée. Évidemment, dans le cadre de ce projet-là, on n'a pas réalisé un relevé spécifique, puisque l'idée était d'utiliser les bases de données existantes, opérationnelles, utilisées par les gestionnaires. Et donc, on s'est servi de la base de données SmartTrees qui a été décrite auparavant. On verra que l'utilisation de cette base de données pour faire tourner iTree nécessite un certain nombre d'ajustements, voire d'approximations, voire d'inférences, dont je parlerai un peu plus tard. En plus de ces données qui concernent l'inventaire des arbres que l'on souhaite étudier, on a besoin des données météo qu'on a obtenues auprès de Météo France avec la station Décelles-Nancy, une station de référence présente sur le domaine d'études, et puis des données de pollution de l'air obtenues auprès d'Atmo Grand Est pour une station de référence de fonds urbains. L'ensemble de ces données ont été obtenues sur une année de référence. Donc, on va raisonner ici à l'échelle d'une année pour le territoire de la métropole du Grand Nancy. Alors, en faisant tourner ce modèle, on obtient d'abord des données qui concernent la structure de la forêt urbaine. Alors, plutôt que forêt urbaine, on va plutôt parler de strates arborées arbustives, des arbres, mais aussi des arbustes au-dessus d'une certaine hauteur. Donc, la structure de la strate arborée, ce sont les espèces représentées, leurs effectifs, des classes de hauteur, de diamètre de tronc, et puis surtout, pour ce qui nous intéresse, des surfaces et des biomasses foliaires à l'échelle des arbres individuels et qu'on peut ensuite intégrer à différentes échelles de surface. Donc, la surface permet, les biomasses foliaires d'abord permettent d'avoir une estimation des émissions de composés organiques volatiles biogéniques émis par les arbres, qui sont des précurseurs potentiels de l'ozone qui peuvent donc contribuer à la formation de ce polluant. Et puis, les surfaces modélisées, les surfaces foliaires, permettent de déterminer les dépôts de polluants sur ces surfaces. Alors, quand je parle de dépôts ici, c'est à la fois l'absorption par voie stomatique dans les tissus et les dépôts sur les surfaces elles-mêmes.
Les polluants qu'on a pris en compte sont les principaux, les usual suspects en qualité de l'air, hein, le dioxyde d'azote, l'ozone, le dioxyde de soufre, même si c'est vrai qu'il tend à disparaître, et puis les particules, donc les particules fines PM2.5 qu'on peut modéliser, dont les dépôts peuvent être modélisés avec i3, mais aussi les PM10 avec un certain nombre d'approximations. Alors, on va commencer par voir les aspects structurels des sorties obtenues par l'utilisation d'i3. Donc, la base de données de départ, SmartTrees, c'est 52 000 arbres référencés. Sur ces 52 000 arbres, seulement 20 000 ont pu être exploités directement, sans ajustement. C'est-à-dire que ces individus comportaient les paramètres qu'on attendait, les paramètres minimaux permettant de faire tourner les différents modules que je vous ai présentés précédemment. Et puis, on a pu compléter la base de données avec 18 000 arbres supplémentaires qu'on a renseignés par inférence. Là, il y a une part d'approximation et d'incertitude, mais c'est le lot de toute modélisation. Au final, 104 genres, plus d'une centaine, oui, plus 104 genres sont répertoriés, et on peut s'amuser, entre guillemets, à caractériser la forêt urbaine. On se rend compte que l'érable plane représente à lui seul 9% des individus. Le platane est aussi très présent, et puis on a des essences un peu moins représentées. Mais ce n'est pas réellement l'objet de cette présentation. Ce qu'on va souhaiter mettre en avant, ce sont les services rendus et disservices rendus en matière de qualité de l'air. Et pour ça, nous avons souhaité extrapoler les résultats obtenus pour les arbres gérés par la métropole du Grand Nancy à l'ensemble de la strate arborée et arbustive du territoire. Alors là, je représente de façon un peu plus visuelle les données qui ont été présentées tout à l'heure sous forme tabulaire. Donc, c'est l'occupation du sol au niveau de la métropole du Grand Nancy, avec un quart de la surface qui est occupée par la végétation arborée et arbustive. Et sur cette surface arborée, 70%, c'est de la forêt en gestion privée ou publique. Et finalement, seulement 10% est dans le domaine public. Et dans ces 10%, seulement 3% est géré par la base de données SmartTrees. Et donc, plutôt que simplement se focaliser sur les services rendus par cette petite portion du patrimoine arboré, nous avons souhaité extrapoler, avec évidemment toutes les incertitudes qui vont avec ce type d'exercice, à l'ensemble du patrimoine arboré. Alors, voici les dépôts totaux de polluants sur l'ensemble du patrimoine, enfin de la surface foliaire de l'ensemble des arbres que l'on a pris en compte dans l'étude. Alors, ce que j'ai indiqué en vert avec des flèches et le petit logo i3, c'est finalement la part qui a été réellement modélisée à l'aide d'outils de modélisation. Vous voyez que c'est une part modeste par rapport à l'ensemble du patrimoine arboré. Le reste a été obtenu par inférence, par extrapolation. Alors, sur des bases solides, on n'a pas le temps de les détailler ici, mais ça reste quand même une forme d'extrapolation. Donc, les dépôts, donc sur un an, vous voyez qu'on peut avoir de 5 tonnes par an déposées pour les particules, les PM2.5 et pour le dioxyde de soufre, jusqu'à 40 tonnes par an pour le dioxyde d'azote, voire 140 tonnes par an déposées pour l'ensemble du territoire pour l'ozone et pour les PM10. Alors évidemment, des tonnes par an à l'échelle d'un territoire, ça ne doit pas énormément vous parler. Donc, on peut essayer de se représenter ce que ça représente, quelles conséquences ça a en matière d'amélioration de la qualité de l'air, tous ces polluants qui se déposent sur les surfaces foliaires et qui sont éliminés de l'atmosphère. Il y a plusieurs façons d'arriver à ce type d'estimation. La première, c'est de mettre en vis-à-vis les dépôts par rapport aux concentrations mesurées dans la couche d'air au niveau du sol. Alors ici, on a pris une hauteur de couche d'air de 25 mètres. Ça peut se discuter, évidemment. Un physicien sera sans doute hérissé par ce chiffre un peu bas, et on pourrait prendre une hauteur de couche limite de l'atmosphère plus élevée, mais on va raisonner sur ces 25 mètres qui correspondent ici finalement à l'air que l'on respire, que la plupart des habitants respirent. Et donc, si on raisonne de cette façon,
on peut voir que le pourcentage de polluants retirés de l'atmosphère par les dépôts intervenant sur les surfaces foliaires va autour de 2% pour les PM2.5 jusqu'à plus de 20% pour le dioxyde de soufre et pour les PM10, en passant par 5 et 10% respectivement pour le dioxyde d'azote et l'ozone. Donc, évidemment, cet exercice repose sur un certain nombre d'approximations, mais ça donne quand même un ordre de grandeur du service que peuvent rendre les arbres en matière d'amélioration de la qualité de l'air. Une autre façon pour estimer ce service rendu, c'est de comparer les dépôts sur les arbres aux émissions que l'on peut retrouver dans les cadastres d'émissions pour le territoire du Grand Nancy. Et donc là, c'est un peu différent. Pour les particules PM10, PM2.5, on a le même ordre de grandeur, 2% pour les PM2.5 et presque plus de 30% pour les PM10, donc on retrouve la même estimation. Par contre, pour les polluants gazeux, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre, évidemment, l'ozone n'est pas émis directement, donc il n'est pas présent dans les cadastres d'émissions. Mais pour ces polluants gazeux, on a une proportion retirée par la végétation arborée qui est beaucoup plus modeste. Là, c'est peut-être aussi le cadastre lui-même qui ne rend pas réellement compte des concentrations de ces polluants. Alors, on a parlé du service rendu en matière de qualité de l'air. On peut parler aussi d'un disservice parmi d'autres. C'est la production indirecte d'ozone, enfin, en tout cas de précurseurs qui peuvent contribuer à la formation d'ozone. Donc, certains végétaux émettent des composés organiques volatiles qui sont dits biogéniques. Ces émissions, elles sont modélisées par iTree sous la forme des COV, des composés organiques volatiles qui sont quantitativement les plus émis, donc l'isoprène et la famille des monoterpènes. Et cette modélisation, elle prend en compte le genre, la biomasse foliaire et les conditions météorologiques qui sont fortes, dont dépendent les taux d'émission. Et dans le tableau que vous avez à droite de cette diapositive, vous pouvez voir que les végétaux, la végétation arborée contribue à retirer de l'ozone par dépôt, comme on l'a vu juste avant, donc à peu près 5 tonnes par an. Par contre, les composés organiques volatiles biogéniques émis par les végétaux peuvent contribuer à former une quantité encore supérieure d'ozone. Ici, presque 17 tonnes d'ozone pourraient être formées, donc ça reste un potentiel de formation, pourrait être formé à partir des précurseurs émis par les plantes. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte dans la gestion du patrimoine arboré et dans le choix des essences qu'on fait. Une autre façon de représenter ces données, c'est ici de mettre en vis-à-vis le potentiel de formation d'ozone et l'effectif des arbres. C'est à nouveau pour les arbres gérés par la métropole du Grand Nancy. Et on se rend compte qu'en haut à droite, vous avez un certain nombre de genres, d'essences, qui sont très représentés, sont très nombreux à l'échelle du territoire, et qui sont en plus de forts émetteurs de COV biogéniques. A contrario, vous avez en bas à gauche des essences qui sont relativement peu représentées, mais qui sont aussi de faibles émettrices de COV, et donc qui contribuent de manière beaucoup plus modeste à la production d'ozone. Et puis, pour les non-latinistes, peut-être, on peut dire qu'en haut à droite, ce sont le chêne, le platane et l'érable, et en bas, on trouve les poiriers, les aules, les pommiers, marronniers, feuilliers d'Amérique, sorbiers et amélanchiers. Et effectivement, et puis un dernier pour la route, le tilia en bas à droite, donc c'est le tilleul qui est très représenté et qui n'émet pas de COV biogéniques précurseurs d'ozone. Ça émet des COV biogéniques floraux à l'odeur très agréable, mais qui n'interviennent pas de manière quantitativement significative sur la production d'ozone. Et on peut d'ailleurs signaler que c'est tout à fait intéressant quand on a un programme de végétalisation de bien connaître les différents services rendus par les différents végétaux, ce n'est pas les mêmes, hein, vraiment, selon les espèces, et de bien connaître les différents disservices ou les différentes contraintes qui sont liées à chaque végétal. On peut citer aussi, par exemple, le pollen énergisant, hein, qui est aussi une nuisance qui peut être relativement importante et qui est très variable selon les espèces. Alors, laissons maintenant iTree de côté, revenons à Sésame. Donc, dans Sésame, en fait, on aborde la question de la qualité de l'air en comparant les compétences, les capacités des différentes espèces 2 à 2. On a un certain nombre de critères qui sont connus, qui vont influencer la capacité des végétaux à réguler les polluants.
le caractère persistant du feuillage, la rugosité des feuilles, le fait qu'il soit feuillu ou conifère, la hauteur de l'arbre, la largeur de son pied, les longueurs minimales et maximales des feuilles, le port de l'arbre, la forme des feuilles et la densité du feuillage. Et dans Sésame, donc, nous avons procédé à une comparaison multicritère qui nous a permis de classer les différentes espèces en les comparant 2 à 2 par rapport à l'absorption des polluants gazeux et par rapport à l'absorption des particules. Ici, dans le cadre de ce travail exploratoire, nous n'avons pas comparé les espèces entre elles, mais les individus entre eux. Donc, on a fait une comparaison 2 à 2 des 50 000 individus au lieu de 250 espèces, parce qu'on a des données, alors parfois très incomplètes, mais enfin, on a des données de hauteur, de largeur du houppier, etc., qui nous permettent d'approcher finalement un certain nombre de paramètres. Donc, on déduit les données, soit des données Smart Trees, soit des données génériques sur l'espèce, et on obtient donc 2 notes individuelles pour chacun des 50 000 individus. Donc, Sésame, au départ, n'est pas conçu pour ça, il est fait pour comparer les espèces, mais on a tenté d'utiliser l'outil pour cette comparaison arbre par arbre. Ça nous permet d'approcher le patrimoine arboré de la manière suivante. On a ici 2 représentations. Vous avez ici à gauche une représentation avec des points qui sont d'autant plus gros que le service de régulation des polluants gazeux est important pour un arbre donné. Alors, ce n'est pas très lisible. Et à droite, vous l'avez avec des pixels sur lesquels on somme les notes individuelles des arbres de l'unité. Il y a des limites méthodologiques à ce qui est fait. C'est exploitable avec un certain nombre de réserves, mais néanmoins, ça peut permettre de dessiner des secteurs de la ville dans lesquels on a une forte concentration d'arbres qui sont d'espèces appropriées et suffisamment étendues, suffisamment grands, suffisamment âgés pour agir de manière significative ou pas sur la qualité de l'air. En conclusion, donc, quelques éléments de perspective par rapport à cette étude. Comme je l'ai dit, c'est une étude exploratoire, donc elle est surtout destinée à amener ensuite d'autres études qui vont permettre d'aller plus loin. En ce qui concerne les indices de performance en matière de régulation de la qualité de l'air dans la base Smart Trees, donc en théorie, il est possible de lier un individu à un indice, qu'il soit issu de Sésame ou de iTree, mais il y a quand même des limites. C'est qu'on ne revient pas là en détail sur les limites méthodologiques, mais donc les indices obtenus avec ces 2 méthodes ne sont pas des combinaisons simples d'indices présents dans la base. On a un algorithme de classement multicritère d'une part, et une modélisation qui intègre des données d'émissions et le climat d'autre part, avec un certain nombre de réserves qu'a émises Mathieu tout à l'heure. D'autre part, alors on a échangé avec les services espaces verts de Nancy et de la métropole du Grand Nancy, et cet échange était très intéressant puisque l'affichage en fait de services écosystémiques rendus, soit pour une espèce donnée ou même pour un individu donné, entraîne chez le gestionnaire des craintes sur les répercussions de ce type d'information. Ce qu'on nous disait tout simplement, c'est si jamais on doit abattre cet arbre et qu'un particulier peut facilement trouver dans la base de données que l'arbre prend tel service de qualité de l'air, ça pose un problème de dialogue avec le particulier. Donc, sans remettre en cause l'intérêt de la connaissance, ça pose un problème au service gestionnaire qui fait souvent déjà l'objet d'énormément de critiques et d'opposition parfois de ses habitants. Donc c'était aussi un point qu'on n'avait pas vu venir, mais qui mérite en tout cas d'être intégré à la réflexion. Et donc on se rend compte que dans notre examen, il existe des champs prioritaires qui permettraient quand même d'améliorer le lien entre les services écosystémiques rendus et la base de données Smart Trees, toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, en gardant en tête qu'il est nécessaire de regarder une base simple, parce qu'elle a un objectif avant tout de gestion opérationnelle. Par exemple, identifier les hauteurs des végétaux par classe de hauteur, ce qui est plus simple à renseigner et peut-être plus durable comme données pour les agents de la collectivité et qui nous renseigneraient déjà en termes de services écosystémiques rendus. On a aussi des incertitudes, on l'a dit à plusieurs reprises, dans l'évaluation à l'échelle du territoire, parce qu'on se rend compte que finalement, on raisonne sur une petite partie de la canopée. Même quand on parle de 50 000 arbres au début, finalement, 50 000 arbres, c'est peu de choses. Donc, il y a 2 gestionnaires publics, des privés, évidemment, les jardins privés en particulier. Et donc, le potentiel de précision de l'utilisation de ce type de données, avant tout, les perspectives que nous voyons, c'est d'harmoniser les bases entre les gestionnaires publics
Si on prend le cas de Nancy, par exemple, on n'a pas une base de données harmonisée entre Nancy et le Grand Nancy. La ville de Nancy gère certains espaces publics, le Grand Nancy en gère d'autres, mais les bases de données ne sont pas identiques, elles ne sont pas interopérables, et donc on ne peut pas véritablement exploiter quelque chose à l'échelle du territoire. Il y aurait certainement un intérêt à avoir une relative harmonisation de ces bases de données. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Nous espérons ne pas avoir été trop rapide dans ces explications et nous nous tenons à votre disposition si vous avez des questions. Merci à tous. Alors, vous avez des questions. Donc, Vincent Mécluse, bonjour. On parle de dépôt, mais n'y a-t-il pas un risque de remise en suspension pour les PM, par exemple? Que devient le dépôt foliaire? Est-il éliminé lors de la chute des feuilles? En dehors des arbres, avez-vous eu des échos sur l'efficacité de capture d'autres types de végétaux? Beaucoup de questions. J'ai pas entendu la toute fin de la question. Avez-vous des échos sur l'efficacité de capture d'autres types de végétaux? D'accord, les arbustes, les herbacées et compagnie. Je vais répondre. Oui, vas-y. Pour la première partie de la question, effectivement, pour les polluants particuliers, se pose la question de la revolatilisation, remise en suspension. Là, le dépôt n'est pas définitif. Et effectivement, la question de la gestion de la feuille une fois tombée au sol se pose. Et effectivement, on ne l'a pas pris en compte dans notre estimation. Encore une fois, notre étude, elle visait à donner des ordres de grandeur, donner une idée de la magnitude des services rendus. Et l'ensemble des éléments ne sont pas pris en compte pour quantifier de manière exhaustive et de manière extrêmement fine les dépôts, surtout à l'échelle d'un territoire. Les dépôts, ils peuvent être lessivés par l'eau de pluie. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent échapper effectivement à l'atmosphère. Ils peuvent être aussi remobilisés par le vent. Ça, effectivement, on ne l'aborde pas du tout. C'est effectivement une question qui est pertinente et à laquelle notre étude ne cherche pas à répondre. Et pour l'autre question, oui, le potentiel d'autres types de végétation pour l'amélioration de la qualité de l'air est connu. Après, pour simplifier, plus la surface de dépôt, la surface d'échange entre le végétal et l'atmosphère est grande, plus la capacité d'amélioration de la qualité de l'air est grande. Donc, les arbres sont évidemment de très bons candidats avec un LAI, un ratio surface-volume très important, un LAI qui peut monter jusqu'à 5, 6, et des individus qui sont très grands, c'est vraiment les meilleurs candidats pour remplir ce rôle-là. Mais il y a dans certains... les arbustes, les arbustes également, aussi, oui, ainsi que les plantes grimpantes. Tout à fait, et on peut avoir un aspect complémentaire entre les différents types de végétation. Pour un même site, les différentes strates peuvent se compléter. C'est vrai d'ailleurs pour la plupart des services écosystémiques. On pourrait dire la même chose en termes de rafraîchissement atmosphérique, on peut dire la même chose en termes de biodiversité, de paysage, par exemple. Et puis il y a aussi l'effet barrière, qui est un effet plus mécanique par rapport à la dispersion des masses d'air, où là, n'importe quel type de végétation suffisamment haute peut intervenir, pas seulement les arbres. Je pense que vous avez très bien répondu à cette question. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir le PDF de la présentation? Donc, si vous pouvez me l'envoyer, je le renverrai aux personnes présentes. C'est possible, oui. Avec plaisir même. Et bien, du coup, je ne vois pas d'autres questions. Ah si. Les industriels s'intéressent-ils à ce genre d'études? Alors, je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, non, je n'ai pas encore été contacté ou je n'ai pas été mis dans une situation où ça pouvait arriver. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces notions de compensation, les industriels pourraient tirer profit. Si on accordait une valeur supplémentaire au-delà de la séquestration de carbone à la présence d'arbres, on pourrait imaginer que ça finisse par intéresser des industriels, effectivement. Oui, effectivement, ça me fait penser en fait qu'il y a une notion qui s'est développée récemment, c'est la mise en place de barèmes de l'arbre. On a défini, et il y a maintenant des barèmes assez performants qui permettent d'estimer ce que vaut un arbre.
Et quand je dis ce qu'il vaut, évidemment, ce n'est pas en termes de coûts et de plantation, c'est en termes de services rendus, et qui permet de répondre en particulier en cas de destruction accidentelle ou non d'un végétal. Mais je ne crois pas que les barèmes de l'arme qui existent actuellement intègrent ce service de fixation des polluants. Pas du tout à ma connaissance, mais ça serait effectivement une possibilité, théorique en tout cas. Et pour répondre à la question, plus directement à la question posée, moi non plus, je n'ai pas eu de contact avec des industriels, ou connaissance en tout cas, d'industriels qui s'intéressent particulièrement à ce sujet, mais ça a pu aussi passer par d'autres services que nous. Il y a peut-être, alors c'est plus anecdotique, mais il y a quand même des méthodes de surveillance des retombées atmosphériques qui utilisent des arbres, oui, les aiguilles de conifères en particulier. Et là, c'est purement météorologique, et donc certains industriels mettent en œuvre ce genre de méthodes pour surveiller leurs retombées. Ok, vous avez d'autres questions. Alors, les dépôts particulaires sont parfois associés à d'autres types de polluants. Est-ce que ceux-ci peuvent être estimables par vos modélisations? Donc, on parle de la composition des particules elles-mêmes. Si on connaît la composition des particules à la source, on peut, à moins qu'il y ait une discrimination dans les dépôts, ce qui est peu probable, on retrouvera la même composition dans les dépôts foliaires. Là, j'avoue que j'ai du mal à répondre, j'ai peut-être pas bien compris la question. Parce qu'effectivement, le tout... ils sont associés à d'autres types de polluants, par exemple ETM, PCDD. Oui, effectivement, on peut trouver des métaux, des polluants organiques persistants comme les dioxines ou les PCB dans les particules. Mais le dépôt se fera de la même façon. Donc là, on parle de spéciation des particules. C'est vraiment pas du tout la question qu'on abordait. Je vois pas quoi répondre de plus. Ok, pas de souci. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on perd des téléspectateurs parce que c'est l'heure des réunions. On a déjà un tout petit peu dépassé par le temps. Donc, bah, si vous pouvez m'envoyer le PDF pour que je les transmets. Oui. Personne présente. Du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était super intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.